Premièrement, on va essayer de parler de l'accord de collaboration entre la MINUSMA et la coordination des mouvements de l'Azawad. Cet accord-là, Monsieur Bourema Yoro, pourquoi vous êtes-vous soulevé contre cet accord et qu'est-ce que cet accord préconise? Est-ce que cet accord... Il n'y a presque plus d'argent sur votre compte. Cet appel ne durera que 60 secondes. Un accord qui était sur Internet. Nous, on l'a aperçu sur Internet et nous nous sommes posé des questions. En comprenant que dans ces négociations-là, en général, les signatures se font sur deux papiers différents parce que en général les deux parties ne se rencontrent jamais. Mais c'est le même contenu sur deux papiers différents qu'ils signent. En deux exemplaires. Depuis Alger, depuis Ouagadougou jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que les choses se passent. Mais nous avons trouvé sur Internet un papier sur lequel il y a le drapeau du MNLA et il y a le logo de la MINUSMA sur Internet. Et nous l'avons tiré, nous l'avons lu, nous avons compris qu'il y a eu un accord qui a été signé entre le général Thibault qui apparemment n'était pas informé, n'avait pas connaissance de ce papier, l'existence de papier sur Internet. C'est après qu'ils ont cherché, ils ont vu, ils l'ont tiré. Et nous avons discuté du papier. Il dit effectivement c'est un projet de papier qui va permettre effectivement des discussions à venir. Il dit c'est purement technique. Donc c'est un travail qui a commencé et qui doit finir. Il nous dit que le papier dans sa forme, la forme du papier dans son fond, je veux dire, le fond est vrai, mais le papier lui-même est faux. Il dit le document dans son fond est vrai, mais le document lui-même est faux. Nous avons voulu comprendre qu'est-ce que cela veut dire, que le document dans son fond est vrai, mais le document lui-même est faux. Qu'est-ce que cela veut dire? Le document peut être faux et le fond est vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit c'est vrai qu'il y a eu rencontre entre la CMA, c'est-à-dire la coordination des mouvements de l'Azawad, et la MINUSMA, au cours duquel il y a eu une signature. Mais le papier qui est sur Internet n'émane pas de la MINUSMA. C'est une diffamation, c'est tout simplement des intoxications. Nous avons dit que ce n'est pas la forme du papier qui nous intéresse, ce n'est pas le drapeau de MNLA qui nous intéresse, mais plutôt ce qui est écrit là-dedans. Pourquoi voulez-vous faire une zone tampon au niveau de Tabankot? Parce que Tabankot constitue le dernier village entre la région de Kidal et la région de Gao. Donc nous ne pouvons pas comprendre à ce qu'on fasse une zone tampon dans la zone de Gao et on ne l'a pas fait dans la zone de Kidal où il n'y a pas l'armée, où il n'y a pas la MINUSMA, où il n'y a personne que les mouvements armés qui font la loi là-bas. C'est là-bas que les populations sont abandonnées, c'est là-bas qu'ils ont besoin d'une zone tampon où ils peuvent respirer, ils peuvent avoir leur petite liberté au moins. Et nous avons demandé à ce que les mouvements de la plateforme, ce qu'on appelle les pro-maliens, les mouvements armés pro-maliens, qui ne quittent pas Tabankot. Voilà ce que nous avons demandé à la MINUSMA en comprenant que le contenu est vrai, que le document est faux. C'est le contenu qui nous intéresse pour nous. Puisque le contenu nous intéresse, alors nous avons deux points qu'on va vous soumettre. Il s'agit, un, que nos groupes armés de la plateforme restent à Tabankot et que la zone temporaire qu'ils veulent mettre en place soit dans la zone de Kidal. C'est là que les populations en ont plus besoin. Voilà ce que nous avons dit avec Francisco et nous sommes retournés pour rédiger une lettre en leur demandant, ça c'était le week-end, le dimanche, dans la nuit, avant qu'on ne quitte chez Francisco, nous avons échangé longuement pour comprendre comment est-ce que cela a pu être mis sur Internet, d'autant plus que c'est un papier sur lequel on commence à travailler. Donc il n'y a plus de secret au niveau de la MINUSMA. C'est ce que cela veut dire. Donc nous sommes retournés, nous avons tenu une réunion entre les leaders, nous avons jugé nécessaire d'écrire une lettre et de consigner les deux points là. C'est-à-dire que les groupes armés restent
à Tabankot, les groupes et la plateforme, et que la zone temporaire soit entre Kidal et Gao, ou bien dans la zone de Kidal même où les populations sont abandonnées. Voilà, nous avons fait la lettre, nous l'avons amenée le lundi, et dans la lettre, nous avons écrit NB. Effectivement, dans la lettre, nous avons mis NB à la fin pour dire que nous attendons la réponse dans la même journée, qu'ils nous répondent. Et que nous attendons une réponse positive. Et nous avons amené la lettre à la ministre, nous avons remis la lettre à Francisco, qu'il a lu, et après, il a été discuté avec ses chefs, et les chefs ont voulu nous rencontrer au téléphone. Et c'est là que Andol Akonejou, le représentant adjoint de l'aménagement au Mali, le Béninois, au téléphone, nous a eu dans le bureau de Francisco. On a longuement discuté pour le faire comprendre effectivement qu'on veut une réponse. Et il a voulu nous expliquer que dans aucun pays démocratique, on ne donne pas une lettre le même jour et attendre une réponse le même jour. Et cela n'est pas. Nous avons dit que c'est une situation de vie ou de mort. Parce que nous voyons que la région de Gao est en train d'être envahie petit à petit par les groupes armés de l'Azawad, des mouvements de l'Azawad, qui sont en train d'attaquer des villages à gauche, à droite, etc., etc. Et ils vont petit à petit. Et en faisant encore reculer des groupes armés qui sont à Tabankot, en les faisant reculer jusqu'à vers Gao encore, là, ça va donner encore plus de l'espace au mouvement armé de l'Azawad. Et nous voulons avoir une réponse claire que les mouvements armés de la plateforme ne quitteront pas Tabankot et que la zone serait là-bas. Donc nous sommes restés ce lundi-là, toute la journée, jusqu'à 17h. Nous sommes mis d'accord avec l'administration de retourner dans notre QG et qu'ils finiront par nous apporter la lettre. Voilà ce que nous avons fait. Nous sommes retournés au QG. Nous avons tenu notre réunion avant que la lettre ne vienne. La lettre est venue vers 20h. Ils ont fini une lettre qu'ils ont apportée. Et la lettre réellement ne répondait pas à nos préoccupations. Parce que nous avons demandé que les groupes armés ne puissent pas quitter Tabankot. Et dans la lettre de l'administration, la réponse de la lettre qu'ils nous ont apportée, là, ils ont écrit dans la lettre quelque part que l'administration n'a jamais exigé le départ des populations de Tabankot. Nous ne disons pas les populations de Tabankot, mais les groupes armés de la plateforme qui sont à Tabankot de rester à Tabankot. Et c'est ce qui n'a pas été dit dans la lettre. Et la nuit, nous avons écrit une nouvelle lettre pour leur dire que cette lettre qu'ils nous ont envoyée ce soir ne répond pas à nos préoccupations. Et nous sommes allés la même nuit à rencontrer les sages pour leur expliquer là où nous sommes avec l'administration. Et les sages ont compris, ils nous ont dit le lendemain qu'ensemble nous allons retourner à l'administration avec notre lettre qu'on a rédigée la nuit pour dire que pour leur expliquer qu'ils n'ont pas répondu exactement à nos préoccupations. C'est ainsi que le mardi matin, Monsieur Yoro, excusez-moi, à la place de l'indépendance. Excusez-moi, avant que vous n'ayez loin, excusez-moi, j'ai juste un point à préciser et j'aimerais revenir là-dessus avant de vous laisser continuer, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez même que dans la forme, est-ce que vous pensez même que c'est normal et légal que la MINUSMA s'engage à signer un accord avec la coordination des mouvements armés sans que l'État malien, le gouvernement malien ne soit consulté et que le gouvernement malien ne donne son avis et que tout se passe, en collaboration avec l'État malien. Là, on se rend compte que tout s'est fait sur le dos de l'ensemble des Maliens parce que la MINUSMA qui est là pour, maintenir la paix et sécuriser les zones, protéger les populations, comment se fait-il que cette MINUSMA peut mettre en place un accord, d'autant plus que le fond est flou, parce qu'avec l'explication qu'ils vous ont donnée, qui ne sont pas du tout convaincants, comment est-il possible qu'un tel accord puisse avoir lieu sans que les Maliens ne soient consultés? En fait, c'est ce qui me révolte encore plus. Selon la MINUSMA, les Maliens sont informés. Selon la MINUSMA, la plateforme même est informée. Mais les leaders de la plateforme de Bamako nationale ont dit qu'ils n'ont jamais appris cela et qu'ils ont été
Une fois qu'ils ont vu la lettre sur Internet, ils l'ont tirée, ils sont allés les voir pour explication. Ce qui signifie qu'ils ne les ont jamais contactés. Et c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre que tout le monde est informé. Et réellement, personne n'avait l'information. Et nous savons qu'ils n'ont aucun droit de faire cela. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'ils puissent revenir en arrière et que tous les acteurs soient impliqués dans cela et qu'ils discutent égal à égal avec toutes les parties avant de pouvoir décider quoi que ce soit. Voilà ce que nous avons demandé. On n'a pas demandé quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Ok, merci énormément pour ces réponses-là. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais passer la parole à mes camarades avant de passer la parole à Ibrahim Togola. Je vais passer la parole, je vais vous poser une question d'un membre d'Africain qui est là. Il vous demande, est-ce que c'est vrai, parce que ce sont des questions de fond qui sont très très importantes et nous devons en parler. Est-ce que c'est vrai que certains jeunes de Gao disent qu'ils ne sont pas contre la séparation du Mali, mais c'est la manière de faire de MNLA qui ne leur plaît pas ou qui ne leur a pas plu. Bon, vous avez parlé de diffamation et de tout ce qui se passe. S'il vous plaît, vous pouvez reprendre? Dans vos interventions tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a beaucoup... Oui, allô, vous nous entendez? Allô? Oui, j'entends. Est-ce que vous... Ok, donc nous aussi, nous vous recevons 5 sur 5. En fait, je disais que c'était là... Je vais vous poser une question de la part d'un camarade qui est là avec nous. Vous avez parlé tout au long de votre intervention des préjugés et surtout de l'image dont peuvent se faire certaines personnes du sud, on va dire du sud de Bamako, vis-à-vis des différentes marches et de la révolte populaire de la jeunesse de Gao. Il y a mon collègue qui vous demande, est-ce que c'est vrai que certains jeunes de Gao disent qu'ils ne sont pas contre la séparation du Mali, mais juste contre la forme avec laquelle ou la manière avec laquelle le MNLA est en train de procéder. Donc c'est une question qui se pose, ça peut peut-être faire partie des préjugés que les gens se font par rapport à la jeunesse de Gao. Est-ce que vous qui êtes le coordinateur et le superviseur du mouvement des jeunes, est-ce que vous pouvez nous dire exactement que tous les jeunes de Gao sont unanimes sur l'unicité du Mali? Nous avons vu des preuves, mais est-ce qu'il y a certains vous qui pensent que la séparation du Mali peut être une solution? Bon, ce n'est pas qu'ils pensent que c'est une solution, ce n'est pas dans le cadre d'une solution, mais plutôt quand ils se mettent dans le sentiment de don. Puisque quand tu n'es pas abandonné par quelqu'un sur qui tu comptes, il vaut mieux ne plus compter sur lui. Voilà comment il y a ce sentiment-là. Mais cela ne signifie pas qu'ils veulent la division du Mali. Non. Ils se sentent seulement abandonnés par le Mali. À un moment donné, ils se disent, mais nous qui sommes en train de nous tuer, nous disons toujours le Mali, et le Mali. Qu'est-ce que le Mali dit de nous? Qu'est-ce que le Mali veut faire pour nous? Ils ne voient rien venir, donc enfin ils se disent, bon, MNLA a raison même de diviser le Mali. Bon, sous la colère, sous le poids de la colère. Mais sinon, unanimement, tous les jeunes, les vieux, les femmes de Gao ne sont pas pour la division du Mali. Mais nous sommes pour notre autonomie, qu'on nous laisse nous gérer nous-mêmes. C'est ce qu'on veut. Dans ce Mali, un et unique. Nous ne voulons pas la division du Mali. Si nous voulons seulement la division du Mali, aujourd'hui on allait être dans un autre état que le Mali. Ça c'est clair. Mais les gens n'ont pas vraiment... Oui, la frustration, même ça m'arrive parfois de dire, mais est-ce que ce Mali, sur qui nous sommes en train de compter, pour qui nous sommes en train de nous tirer, de tout faire, est-ce que ce Mali-là, un jour ne viendra pas nous donner d'ailleurs à ces mêmes gens qui réclament la division du Mali? Voilà notre crainte. C'est une crainte. Et c'est légitime. C'est légitime dans la mesure où ceux qui nous ont tués, ceux qui nous ont assassinés, ce sont derrière ceux-ci que les autorités maliennes courent. Ce sont derrière ceux-ci que la communauté internationale court. En oubliant que nous avons été victimes. Nous avons notre mot à dire. Nous avons notre façon de voir. Nous connaissons. Ceux qui nous ont tués, ceux qui nous ont assassinés ici. Demain, c'est entre leurs mains qu'ils vont mettre le pouvoir pour nous gérer ici. Et vous voulez avoir la paix dans ce sens-là? Non, ça ne peut pas se faire. Quelqu'un d'autre ne peut pas violer ma soeur. Quelqu'un d'autre ne peut pas tuer mon frère. Et que demain, on me dit à cause de la paix, à cause de l'union, il faut que j'accepte qu'il dirige mon avenir et l'avenir de mon enfant, sinon il n'y aura pas de paix. Ah mais mon Dieu, cette paix-là, on ne la veut pas. Si c'est ça la paix, ce n'est pas cette paix-là que nous cherchons.
Nous ne cherchons pas une paix dans laquelle nous serons dominés, nous serons des esclaves. Chez nous, non, ce n'est pas cette paix que nous cherchons. Nous cherchons une paix qui va nous donner la liberté chez nous, de faire ce que on veut, ce que nous souhaitons pour nous-mêmes, ce que nous souhaitons pour nos enfants. C'est cette paix-là que nous recherchons. Mais réellement, si vous demandez individuellement les gens ici, ils sont vraiment dessus du pouvoir central. Ça, je vous l'affirme. Hein. Je ne me masque pas derrière quelque chose pour le dire. J'étais toujours franc, je le serai toujours, je pense. Donc, réellement, nous sommes déçus du comportement des autorités centrales. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont au pouvoir, il s'agit aussi de ceux qui sont dans l'opposition. Il s'agit de tous les partis politiques. Nous avons vécu la situation. Nous connaissons le poids des partis, des hommes politiques dans la gestion de ce pays-là. Nous savons effectivement que ce sont leurs erreurs qui nous ont mis dans cette situation-là. Et ils continuent encore dans ces erreurs-là à ne pas vouloir accepter d'associer ceux qui sont concernés, d'associer ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire ceux qui sont concernés en première position. Il faut qu'on les implique. C'est leur vie, c'est leur avenir, c'est leur territoire. C'est pourquoi les gens se sentent parfois abandonnés. Ça, c'est vrai qu'on se sent abandonné, mais on ne veut jamais diviser ce pays-là. Jamais. Nous avons souffert de tout, de toutes sortes d'abandon de l'indépendance à nos jours. Mais vous n'avez jamais entendu parler dans l'histoire qu'un Songoï a pris les fusils pour dire qu'il va diviser le Mali. Jamais. Parce qu'effectivement, nous avons été à l'école malienne. L'école malienne nous a instruits. L'école malienne nous a fait comprendre le drapeau, la patrie. Nous avons fait, la ruralisation. Au moment où on apprenait à l'enfant à apprendre à faire des craies, à faire des briques, à construire des poulaillers, à faire le jardinage. C'est cette école-là dans laquelle nous sommes sortis. C'est ce qui nous a formés. Nous sommes des patriotes, des vrais patriotes. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes des patriotes. Nous avons donné notre vie. Et nous resterons unis à ce Mali-là. Et personne ne peut nous mettre en dernière ligne parce que nous sommes des Maliens. Nous serons toujours des Maliens. Donc que les gens comprennent cela, qu'ils qualifient notre combat d'hypocrisie, notre combat de non-sens ou autre. Nous, notre objectif, nous ne l'atteindrons pas. Il faut que cette région-là sorte des lornières. C'est l'objectif que tous les jeunes de Gao, toute la population de Gao s'est fixée. Plus jamais ça. Vous pouvez l'entendre partout où vous partez. Depuis l'occupation jusqu'à aujourd'hui, nous avons pris ce serment que Gao, qui a été Gao, abandonné Gao, où un fonctionnaire vient, il prend le bien de Gao et il s'en va avec, où les projets de développement viennent avec les projets et retournent avec l'argent. Nous disons que cela ne va plus se répandre ici à Gao. Nous l'avons dit. Si ça ne va pas, nous sortons. Nous ne prenons pas des armes. Hein. Non. Légalement, nous allons le faire. Légalement. Et nous avons informé les autorités maliennes depuis les premières heures de la libération. Nous avons informé tous les partenaires qui sont venus tous les jours. Notre mot, nous, les gens de Gao, nous ne voulons pas que quelqu'un parle à nos noms. Nous, les gens de Gao, nous ne voulons pas effectivement que les gens prennent des décisions à nos places. Nous, les gens de Gao, nous ne voulons pas que des programmes soient ficelés sans nous. Nous avons toujours dit, mais pourquoi les gens s'entêtent à nous imposer des choses? Pourquoi? C'est ce que nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi, Monsieur Moussa Bouré-Mayoro, vous voyez que les gens se révoltent tous les jours. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui défend que Dieu, ou nous-mêmes, si nous ne comptons pas sur ce qui nous a... L'État, elle n'est pas là. L'État nous a abandonnés. Nous sommes entre l'amunissement, entre le MNLA, entre, l'État malien qui nous tourne le dos. En fin de compte, si nous ne nous arrêtons pas pour nous-mêmes, alors quelle sera notre vie? Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes en train de nous battre. Merci beaucoup. Pensez-vous que le militantisme est quelque chose d'inné pour la jeunesse de Gao? Parce que ce n'est pas certainement aujourd'hui que ça a commencé. Parce que je discutais avec un ami malien qui est aussi un patriote comme vous. Parce que moi je peux le dire, hein, je le dis aujourd'hui et je continuerai à le dire durant toute ma vie. La jeunesse de Gao, c'est une jeunesse patriote.
les jeunes de Gao sont des patriotes, comme vous l'avez dit. Vous n'avez même pas besoin de le répéter, nous le savons. Et les autres personnes, ne serait-ce qu'un petit peu conscientes et consciencieuses au Mali, savent que la jeunesse et la population de Gao est une population patriote. Vous êtes des patriotes. Je discute avec un ami, comme je vous l'ai dit. Il m'a dit que depuis 1980, 1982, 79, il y a des mouvements de lutte qui se sont créés à Gao, dans différents secteurs et dans différents domaines. Donc, moi, j'estime que le militantisme et l'engagement est certainement quelque chose d'inné pour la population de Gao. Certainement dû aux conditions de vie et de tout ce qui se passe là-bas, mais très franchement, vous êtes des patriotes. Franchement. Donc, je vais passer là. Quand on vit dans des régions comme ça, on ne peut pas ne pas avoir ce sentiment de se libérer, ce sentiment de pouvoir s'épanouir. Donc, ce sont ces sentiments-là qui nous poussent, nous, à nous surpasser, qui nous poussent, nous, à nous dire que demain, nous pouvons mieux faire qu'aujourd'hui. On ne peut pas vivre dans des situations et ne pas penser. On ne peut pas vivre dans ces situations et ne pas réfléchir comment en sortir. C'est pas possible. C'est pourquoi, effectivement, nous ne pouvons pas croiser les bras. Si nous croisons les bras, c'est fini. C'est la terre Songwe qui va disparaître. Et cela n'est pas notre honneur. Nos ancêtres, nos pères, ils ont préservé ça. Nous ne pouvons pas nous hasarder. Laisser ça pour des aventuriers qui ont quitté où? On ne sait même pas. Et qui vont demain dire à leurs enfants, petits-enfants, voilà ce qu'on vous a donné. Voilà ce que... Non, ça ne peut pas aller. Nous avons nos grands-pères, nous avons connu les plus grands empires du Mali. Et, comme on dit, les plus grands États de l'Afrique. On commençait où? On commençait chez nous. Donc, ce militantisme-là, on ne peut pas ne pas l'avoir. On ne peut pas ne pas l'avoir, vraiment. Mais je crois que c'est dû aussi à l'école malienne d'antan. Parce que dans cette école-là, il y avait les mouvements pionniers. Il y avait la montée du drapeau tous les matins. L'hymne national que vous chantiez, la patrie, comment c'est des choses qui sont en train de disparaître à l'école aujourd'hui. Sinon, auparavant, pour que on rentre en classe, il faut d'abord monter les couleurs. Vous êtes en retard, vous vous arrêtez. Vous êtes dans la rue, vous vous arrêtez quand le drapeau monte. Mais aujourd'hui, vous voyez, les gens font monter le drapeau, d'autres sont en train de causer, d'autres jouent la dame, d'autres, comme si rien ne se passe. Il faut nécessairement une prise de conscience, une rééducation, une réorientation des populations, les faire comprendre. Et ça, je pense que c'est le devoir des partis politiques. C'est pourquoi d'ailleurs on leur donne de l'argent. C'est pourquoi l'État subventionne les partis politiques pour éduquer, pour orienter les militants. Mais mon Dieu, cela ne se fait pas. Et voilà les raisons qui font que vers le sud, cela ne se fait pas. Parce que ils ne le font pas, et ce n'est même pas leur travail. Alors que le Mali leur donne beaucoup d'argent pour ça, ils doivent le faire. Ça, c'est tous les partis, que ce soit majorité ou opposition. Ils ont un devoir d'éduquer leurs membres, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et c'est le devoir de tous les Maliens de le faire. Et aujourd'hui, je pense de l'occupation à aujourd'hui, nous avons fait ce que nous pouvons faire ici au niveau de la région de Gao. Et je pense que tous les jeunes du Mali doivent se donner la main et échanger, discuter, se rencontrer pour mieux s'armer pour que nous puissions bâtir notre pays. Parce que les gens sur lesquels nous comptons là ne pouvons jamais bâtir ce pays-là. Parce que ce n'est même pas leur souci. Ce n'est même pas leur souci. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ça, c'est de façon générale du Mali depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est des politiques comme ça qui sont. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci Moussa Brema Yoro. Merci énormément. On me reproche de vous complimenter à l'excès ou de complimenter la jeunesse de Gao à l'excès. Mais je me dis que s'il n'y a pas de solidarité de la part des jeunes de Bamako, de Ségou ou d'autres régions, si moi j'ai l'occasion de vous avoir avec moi sur ce plateau, je suis désolé de dire à mes collègues et à mes camarades, je vais vous complimenter jusqu'à la fin de la soirée. Non, en réalité,
il y a un signe, hein, il y a vraiment un signe qui montre que les autres jeunes des autres régions veulent vraiment prendre le mouvement en marche. Hein. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Et les jeunes, certains jeunes de Bamako ont appelé, d'autres de Ségou, d'autres de Mopti, d'autres de Tombouctou, et même de Kidal. Vous serez surpris. Des jeunes de Kidal ont appelé pour nous soutenir, ont appelé effectivement pour que nous puissions les aider à s'organiser à notre tour. Oui. Donc, vraiment, il y a un mouvement de jeunes qui commence à être en marche et nous souhaitons, nous demandons à Dieu que cela puisse aller en avant. Parce que la plupart du temps, les jeunes commencent, mais ce sont les politiques qui s'en mêlent et les jeunes perdent carrément le sens de leur lutte. Et je demande à tous les jeunes, sincèrement, de mettre leur objectif au-dessus de toute autre considération. C'est-à-dire que vous fixez un objectif, sortir soit votre région, soit le pays de l'ornière, c'est là l'objectif. Tout ce qui vient après, ce n'est que des accidents de parcours. Ça peut être des bons accidents ou des mauvais accidents. Bon, en général, l'accident est mauvais, mais il peut y avoir des bons... Non, ça arrive. Donc, que les gens comprennent cela. L'objectif, là, rien ne doit nous détourner de notre objectif. L'objectif de bâtir ce Mali, de faire en sorte que ce Mali soit une référence en Afrique et dans ce monde, je vous jure qu'on peut le faire. C'est la détermination tout simplement. Le bien matériel auquel les gens sont collés, je pense que ce bien-là, c'est un bien qui disparaît, hein, qui ne sert à rien. Qui est éphémère. Quel qu'en soit le bien matériel qu'on va accumuler, un jour viendra, on disparaît et on laisse tout ce matériel-là, tout ce bien. Peut-être ceux à qui vous l'avez dérobé, ceux à qui vous l'avez volé, viendront le prendre leur part. Ils ne vous diront même pas merci. Donc, à quoi sert ce bien-là? On peut avoir des milliards et qu'on tombe malade. Et qu'on ne puisse pas avoir un médicament. Et que l'argent ne peut pas vous soigner. À quoi sert cet argent-là? À quoi sert cette richesse-là? La vraie richesse, c'est le bonheur des populations. Quand vous voyez les populations, une population heureuse, quand vous voyez une population s'épanouir, je pense qu'il n'y a pas plus de bonheur que cela. Et c'est en cela que le bonheur de l'humanité peut sortir. Mais si nous pensons seulement à nous enrichir, je vous jure que nous mourrons et puis nous allons laisser cette richesse-là. Et les enfants finiront par dilapider ou que des voleurs viendront prendre leur part de là. Et ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est l'être humain. Ce qui est important, c'est l'épanouissement de ces hommes-là, de ces femmes-là, qui n'ont rien demandé que de manger 3 fois par jour. Seulement ce qu'ils demandent. Ils ne demandent pas l'extraordinaire. Ils ne demandent pas de manger qu'ils ne connaissent pas. Non, seulement pouvoir manger 3 fois par jour. Et ceux qui arrivent à le faire à leur peuple, ils sont heureux éternellement et ils seront retenus dans l'histoire. Et vous avez vu tous les leaders, tous les dirigeants, tous les présidents qui ont dirigé leur pays avec honnêteté, l'histoire les a retenus. Mais tous ceux qui sont enrichis sur le dos de leur population n'ont jamais été retenus par l'histoire. C'est ça, là. Tout à fait. C'est ce qui montre effectivement qu'un homme n'est pas venu s'enrichir sur le dos des autres, mais plutôt pour aider les autres à vivre. Parce que nous sommes tous appelés à disparaître un jour. Je partage totalement votre avis. Je partage totalement votre avis, monsieur Bourema Yoro. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je me réjouis d'avoir le même objectif que vous et tous les autres jeunes Gao. Et sachez que tous les membres d'Africains sont solidaires de tout ce qui se passe au Mali, notamment à Gao. Moi, je vous le dis, moi je suis Gao, Voilà, je suis Gao, nous sommes Gao, tous mes collègues sont Gao. Nous allons, Inch'Allah, continuer à informer les gens de tout ce qui se passe là-bas et nous allons vous soutenir comme il le faut.